La gestion value-added sera-t-elle le relais de croissance de la pierre papier? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette gestion value-added dont on parle de plus en plus depuis plusieurs trimestres? Pour en parler, je suis avec Steven Perron. Steven, bonjour. Bonjour Frédéric. Steven, vous êtes le président de la Foncière Magellan. On reviendra tout à l'heure sur ce qu'est cette société Foncière Magellan. Et à vos côtés, il y a Antonin Batch. Antonin, bonjour. Bonjour Frédéric. Antonin, vous êtes gérant des fonds value-added, donc ça tombe bien, chez Case Rem. On a ensemble 45 minutes pour expliquer ce que c'est que cette gestion value added et en quoi elle change les règles du jeu dans l'investissement immobilier. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous rappeler synthétiquement, en moins d'une minute, ce que fait chacune de vos maisons? Allez, qui se lance? Allez, je me lance. Foncière Magellan, donc c'est une société que j'ai créée en 2010, société de gestion, d'investissement, aujourd'hui présente sur plusieurs classes d'actifs, les bureaux majoritairement et les parcs d'activités notamment. C'est un peu plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion aujourd'hui. C'est une croissance externe également officialisée ce mois-ci, qui nous passe à un peu plus d'1,7 milliard, 1,8 milliard d'actifs sous gestion globale. C'est une trentaine de personnes réparties sur 4 régions, dans Paris, Lyon et Strasbourg. Ok, donc une boutique d'une dizaine d'années. Case Rem, on connaît, mais en même temps, on n'a pas nécessairement une vision très claire de qui vous êtes. Alors, nous sommes nous aussi une société de gestion spécialisée en immobilier, avec nous aussi la spécificité d'être multiproduit, donc on intervient sur toutes les classes d'actifs, du bureau, de l'hôtellerie, du commerce, mais aussi du logement, ce qui est plus récent. D'accord. Et on intervient avec différentes stratégies foncières, donc plutôt de la détention long terme, des stratégies d'investissement dans des prises de participation dans des exploitations hôtelières, notamment à travers notre partenariat avec le groupe Accor et sa branche Lifestyle, du financement d'opérations immobilières essentiellement résidentielles, et enfin, la dernière grande stratégie, c'est la stratégie Value Added, objet du sujet aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner une définition simple et pas trop marketing, pas trop bullshit, si vous autorisez l'expression, de la gestion value-add? Parce que j'ai l'impression que depuis maintenant 2 ans, tout le monde ne parle que de ça. Grosso modo, la gestion value-add, c'est prendre un actif immobilier qui est un peu un rossignol, on le refurbiche et on remet de la valeur, c'est ça? Vas-y Antonin. Je vais vous donner un exemple, si vous permettez, ce sera peut-être plus concret. Ben voilà, concrètement. Dans le cadre de nos stratégies Value Added, fin décembre 2019, on a acheté un immeuble dans Paris, 5000 m², rue Marcadel, en 18e arrondissement de Paris. C'est un immeuble qui était utilisé en bureau, sans travaux depuis 1994. Et c'était donc 25 ans. Ouais, 25 ans. Et c'était une ancienne halle commerciale. Donc avec des vastes hauteurs, un atrium initial qui a été comblé pour réaliser des archives et une vétusté qu'on imagine au bout de 25 ans. L'objectif là, le repositionnement Value Added, ça consiste en quoi? C'est un travail sur la programmation, retrouver des espaces de convivialité, des salles de réunion, etc., qui correspondent aux usages des utilisateurs. J'enlève tout, je casse tout et je redesign tout, c'est ça? Oui, mais surtout je retravaille, je m'appuie sur la qualité de l'existant. Je retravaille pour retrouver un aménagement de plateau efficient, que ça correspond aux demandes des utilisateurs d'aujourd'hui et ce qu'on peut imaginer de demain post-Covid, à savoir notamment plus d'espace extérieur, plus d'espace de convivialité. Les nouvelles pratiques, les espaces. C'est ça, c'est un repositionnement. Donc on repositionne pour la demande des utilisateurs tel qu'on peut l'imaginer à date. Steven, vous confirmez, c'est ça le value add, l'exemple des bureaux qui ont 25 ans, avec la vieille moquette. Des immeubles, on peut s'intéresser à des immeubles comme on a pu le faire nous à Nantes, Rennes, Lyon ou autres, sur des immeubles pour certains bâtiments historiques, monuments historiques, des anciens sièges bancaires entièrement remasterisés, entièrement repensés, entièrement remarketés, et on leur redonne finalement une nouvelle vie, clairement, aujourd'hui, avec les nouveaux usages qu'on intègre, avec toute la partie travaux, bien évidemment, qui est inhérente à ce type de stratégie. Et ça, on peut aussi le décliner sur d'autres classes d'actifs, parcs d'activités notamment ou autres, où on va retravailler et remarketer également. Remarketer, c'est peut-être un peu le refurnish dont tu te faisais l'écho tout à l'heure, mais c'est repositionner clairement. Donc c'est un vrai travail quotidien qui est fait d'asset management, des équipes qui doivent être présentes sur site. Il y a un gros investissement en temps, en argent, en maîtrise d'ouvrage aussi. Oui, il y a la maîtrise du temps, effectivement. On est sur des sujets, aujourd'hui, le retravail d'un actif, c'est entre 12 mois, 18 mois, 24 mois, 5 ans pour des parcs beaucoup plus grands comme on peut le faire actuellement à Lyon. 5 ans avant de rentrer un loyer.
pas avant de rentrer un loyer. Toute l'alchimie finalement et l'ingénierie financière, c'est aussi on est sur des actifs qui sont pour certains partiellement occupés. Donc il faut gérer les travaux en mode occupé. Il faut savoir qu'on ne va pas relouer certains immeubles parce que bien évidemment ils sont destinés à être détruits, démolis pour reconstruire des immeubles demain aux dernières normes environnementales notamment. Et donc quand on est sur des ensembles immobiliers de l'ordre de 30-35 000 m² comme on peut le faire actuellement à Lyon, on va développer 56 000 m² au global pour en faire un parc d'excellence, le repositionner clairement dans son marché. L'exemple que citait tout à l'heure Antonin, donc c'est un immeuble, 2 bureaux, qui étaient déjà de bureaux. Ça peut être quoi? Ça peut être une ancienne gare. Ça peut être une ancienne gare, ça on l'a Qu'est-ce jamais que vous fait. avez vu de plus bizarre? Une usine automobile, par exemple. Une ancienne usine automobile. Une usine automobile, 50 000 m², pardon. 50 000 m², on va profiter en fin de compte du loyer, du cash flow actuel pour continuer à travailler, optimiser les 50 000 m² à développer à côté. Et là, sur un horizon de temps, en l'occurrence, de 8 à 10 ans, parce que le dossier est quand même relativement lourd, en plusieurs tranches, bien sûr. Donc c'est tout ça. Le value add, c'est ça. C'est avoir finalement un chrono entre les mains. On a, en fonction de la stratégie du fonds, 12 mois, 18 mois, 3 ans, 5 ans sur une opération et on doit effectivement tenir pour nos investisseurs les délais, bien évidemment, le calendrier, le cadencement et le repositionnement finalement de cet actif dans son marché. Quand on parle de pierre-papier, on est habitué à des véhicules de type SCPI. Ces opérations de value-add qui peuvent être d'envergure, qui se déploient dans le temps, ça se commercialise à travers quel type de véhicule? Chez l'un, chez l'autre? Oui, alors chez Kizrem, on commercialise via des FCPI. D'accord. Et on s'adresse à des investisseurs professionnels ou assimilés, donc avec des tickets minimum de 100 000 euros. D'accord. Et on distribue très essentiellement via des CGP. D'accord. Ok, donc c'est des tickets avec un point d'entrée relativement haut. Alors chez nous, on est aussi également sur ce type de véhicule, FCPI notamment, mais on travaille aussi beaucoup en format club deal avec des institutionnels, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années aujourd'hui. Et il nous semblait justement intéressant finalement d'apporter notre savoir-faire qu'on avait acquis avec des institutionnels et de le mettre justement à profit dans ces véhicules entre guillemets grand public, avec un minimum de 100 000 euros d'investissement, via ces véhicules FCPI qui ont de multiples avantages fiscaux. J'ai l'impression qu'il y a, je dirais pas un phénomène de mode, mais un engouement, un enthousiasme à l'égard des approches value-add. On en parle de plus en plus, là, depuis 2 ans. Et c'est vrai que ça intervient dans un contexte où on se dit sur le résidentiel immobilier, il y a certains segments de marché qui sont devenus insolvables. L'immobilier de bureau, ça risque de devenir compliqué. L'immobilier, les murs de commerce, avec le développement du e-commerce, on y dit c'est plus ça. On a un peu l'impression qu'il y a un engouement, qu'il y a une accélération sur le value-add. C'est un engouement, oui, forcément. En fin de compte, aujourd'hui, on a beaucoup de liquidités, très clairement, qui sont déversées sur les immeubles dits corps, gestion, on va dire, assez passive de la part des investisseurs, clairement, mais avec des rendements qui tombent aujourd'hui, qui sont de plus en plus compliqués. Dernier immeuble en date, un immeuble très beau à construire, 12 ans ferme à Lille, 4,80. Voilà. Donc aujourd'hui, si on veut aller chercher un peu plus de valeur, clairement, il faut s'intéresser, prendre un petit peu plus de risques et travailler justement une classe d'actifs qui, en termes de mètres carrés, est absolument énorme. Donc c'est travailler sur l'existant. Voilà. Travailler sur l'existant, ça a du sens. Et puis on arrive justement, par nos savoir-faire, à créer justement cette valeur sur des horizons temps qui sont aussi beaucoup plus courts. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que cet intérêt pour la gestion value-add n'attire une nouvelle concurrence, des nouveaux entrants? Moi, je pense que ça fait longtemps qu'elle attire de nouveaux entrants. Aujourd'hui, en effet, beaucoup de gens se focalisent sur le corps, parce que c'est là où on va retrouver la sécurité dans les investissements. En revanche, dès qu'on veut créer un peu plus retrouver du rendement et de la valeur, il faut aller sur des actifs plus obsolètes et avec plus de risques. Sauf qu'aujourd'hui, pour aller sur cette typologie d'actifs, il faut avoir une certaine connaissance. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça nécessite du temps. Ça nécessite de la connaissance marché. Technique. Ça nécessite de la connaissance marché, ça nécessite... Enfin, je veux dire, c'est toute la chaîne de valeur qui est là touchée. C'est comment est-ce que je source mes immeubles? Est-ce que je connais mon marché investissement? Est-ce que je connais mon marché de la location? À qui je vais le louer dans cet endroit-là? Est-ce qu'il faut que je refurbish, pour reprendre vos termes, de telle façon? Ça va me coûter combien de refaire ça? Non, mais c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut maîtriser. Je pense qu'elle ne s'invente pas du jour au lendemain.
Et donc, faut maîtriser tout Oui, ça. ce que vous dites, c'est même si ça attire certains opérateurs, c'est pas un métier qu'on apprend en 3 mois, quoi, hein. Il y a des barrières à l'entrée, c'est clair. Et puis, sont techniques d'expertise, de connaissances. Bien sûr. Et puis, on revendique aussi, on en a parlé lors de la préparation, mais le côté vraiment artisan, finalement, parce que chaque objet est unique. Et donc, on peut se retrouver à des difficultés, qu'elles soient techniques ou de repositionnement, qui sont uniques. On ne peut pas dupliquer ce même modèle, finalement, sur chaque immeuble. Ce n'est pas possible. Pas parce qu'on a fait... On a nos savoir-faire, on va dire, permanents, constants, savoir-faire technique, d'équipe, asset management, property et autres, mais chaque opération est une aventure. Il peut se passer plein de choses. Exactement. Ça peut moins bien tourner parce qu'il y a des vis cachées, des problèmes sur le bâti qu'on n'avait pas vu. Ça, c'est notre expérience aussi qui doit justement, j'allais dire, minimiser au maximum ces risques, mais ils sont toujours inhérents. Mais les risques constructifs en tant que tels, on arrive à les encadrer. Mais chaque approche, encore une fois, de chaque dossier est unique. On ne va pas repositionner l'immeuble dont parlait Antonin tout à l'heure avec la même stratégie qu'un immeuble en province. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. Ça ne peut pas être processé. Au sens noble du terme. Oui, tout à fait. Non, c'est positif. Quand on dit d'une maison que c'est une boutique, c'est des artisans. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une approche processée. Vous pouvez pas... Il faut des process, bien sûr. Mais Je dirais qu'il y a ça, et puis aussi la connaissance des gens, des opérateurs, des intervenants, des brokers, des marchands, et aussi ça peut être des banquiers aujourd'hui. Si vous n'avez jamais fait d'opération value-added et vous allez financer une opération value-added, il faut convaincre le banquier. Et ça, c'est pas forcément une chose évidente, notamment dans le contexte actuel. Comment on source, comme vous dites, on source, on trouve les actifs à acheter. Vous avez des apporteurs d'affaires, vous avez des équipes qui sillonnent la France, les campagnes, les banlieues, les zones industrielles. Ça se passe comment ? On a bien évidemment un service investissement dont le métier, c'est effectivement de sourcer partout en France. C'est surtout une relation, j'allais dire, très, très, très régulière, continue et inscrite effectivement depuis de nombreuses années maintenant, avec aussi nous, nos implantations en région, qui sont aussi une proximité très clairement de la part des apporteurs d'affaires bien sûr, des collectivités locales aussi, puisqu'on s'inscrit aussi dans les schémas de restructuration notamment sur des projets quelquefois urbains d'envergure, et donc les collectivités locales, tout comme des acteurs comme la Banque des Territoires ou autres, sont aussi des acteurs, j'allais dire, incontournables, qu'il faut bien connaître, qu'il faut avoir pratiqué pour bien travailler avec eux aussi. Donc c'est tout cet écosystème finalement qui fait que on arrive à sourcer, mais la vraie valeur, c'est vrai, de nos entreprises aujourd'hui, c'est la capacité de sourcing, clairement. Antonin, vous voulez compléter ou... Non, mais c'est la même chose que Steven. Les canaux sont multiples. Ils peuvent arriver en effet par les collectivités ou par le marché tertiaire classique. Après, c'est notre capacité à mettre en œuvre ce que l'on a dit et notre capacité à ce que nos immeubles, notre programmation, notre pari que l'on a fait, répondent favorablement. Alors qu'on a fait un pari, que l'immeuble est rempli, que les locataires sont là et qu'ils sont contents, les collectivités sont contentes, le marché locatif est content et il nous refait confiance. On le rappelle, la chaîne de valeur, c'est sourcer, donc trouver les actifs. Les acheter, donc il faut trouver du financement, souvent, vous évoquiez le travail auprès des banquiers. C'est tout ce qui est la rénovation, la location, et puis toute une partie que vous appelez le property management, c'est la maintenance, c'est ça ? La gestion de l'actif pendant gestion technique, on va dire, de l'actif, oui. C'est ça. Et tout ça, effectivement, pour être un opérateur, il faut maîtriser ces différentes fonctions, ces différentes étapes. Je ne dirais pas qu'il faut, mais en tout cas, chez Kizray, mais je crois que c'est la même chose que Foncière Magellan, on est convaincu qu'il faut maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur pour en créer le maximum de valeur et avoir la meilleure visibilité qui permettra de créer le meilleur produit pour l'utilisateur. Parce qu'au bout du bout, l'immobilier, il est fait pour un utilisateur, un exploitant. Le mieux il exploite, le mieux il est dans son immeuble, le plus c'est adapté à son usage, meilleure sera la valeur de l'immeuble. Est-ce qu'il existe ou pas des chiffres sur la taille de ce marché, du value-add, des chiffres, à votre connaissance? Il y a très peu de chiffres, en fin de compte, aujourd'hui. Parce que ça peut recouvrir beaucoup de choses. Alors, on a quelques chiffres, des dizaines de millions de mètres carrés. Le décret tertiaire, par exemple, cible justement tous ces immeubles et ces millions de mètres carrés obsolètes qui sont des passoires énergétiques. Ça, c'est ce que vise aujourd'hui le décret tertiaire. On n'a pas de chiffres précis, je pense, ni l'un ni l'autre à développer, mais le marché est absolument colossal. Imaginez, vous promenez gentiment dans votre grande métropole ou sur Paris, région parisienne, des immeubles
je te cite, qui ressemblent à des rossignols, on en voit un certain nombre. D'accord. Donc ça va être ce type d'actif-là, si bien évidemment les fondamentaux sont bons, positionnement, place de parking, ainsi de suite, qu'il va falloir travailler. Okay. Voilà. Les facteurs de soutien, Steven évoquait le décret tertiaire. Je crois qu'il y a aussi tout un plan de relance gouvernemental pour lutter contre l'artificialisation des sols. C'est ça, Antonin? C'est ça, l'artificialisation des sols. Alors c'est quoi cette idée? C'est qu'à force de construire, on bétonne partout et du coup, quand il pleut, l'eau ne rentre plus dans la terre, ça ruisselle et ça fait des inondations? Alors, ça, c'est un petit peu la conséquence, c'est l'imperméabilisation des sols. Oui, l'imperméabilisation. L'artificialisation des sols, si j'avais à la caricaturer de façon assez simple, ce serait de dire j'ai un terrain qui est non bâti et je le bâtis. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement et la volonté publique et politique est de désartificialiser? C'est que artificialiser, ça veut dire que j'étends la ville, ça veut dire qu'il faut que j'étende tous mes réseaux d'électricité, le réseau urbain, etc. Ça veut dire que si je crée du logement là-bas, il faut que j'aille créer une crèche, un gymnase, etc. Donc, les équipements collectifs, financier, et c'est un coût écologique. Plus la ville est étendue, plus il y a de transport, etc., le sujet du carbone, etc. Donc aujourd'hui, la volonté politique a été de dire la désartificialisation des sols, c'est quoi? C'est je limite dans un périmètre restreint, qui est la ville bâtie, et je dis à l'ensemble de mes opérateurs, travaillez votre développement dans ce périmètre-là. Optimiser. Voilà. Optimiser, faites avec l'existant et recycler ce qui est recyclable. S'il y a une vieille usine dont vous dites elle est vilaine, les gars, il faut essayer d'en faire quelque chose. C'est ça l'idée. Plutôt que aller un peu plus loin pour bétonner et laisser... Okay. Et dans le prolongement aussi, de la même manière, ça rejoint cette thématique, c'est l'investissement socialement responsable aujourd'hui. On va travailler travailler aujourd'hui sur du bâti, c'est-à-dire restructurer du bâti. C'est aussi améliorer le bilan carbone. La construction d'un immeuble, son bilan carbone, c'est pendant les 2/3 de sa construction. Donc, travailler aujourd'hui, c'est un bilan carbone, travailler sur du restructuré. Aujourd'hui, c'est travailler et améliorer le bilan carbone. Donc, ça fait partie, ça s'intègre également dans cette labellisation ISR qu'on essaie d'intégrer, bien évidemment, dans nos différents fonds. Je crois que c'est vous, Steven, qui parliez du décret tertiaire. Oui. C'est quoi ce décret tertiaire? Décret tertiaire, le gouvernement a lancé effectivement cette grande révolution qui va être en fin de compte aujourd'hui de cibler, de marquer chaque immeuble, chaque mètre carré. Donc c'est une obligation finalement de l'ensemble des bailleurs propriétaires de déclarer leur consommation avec des normes maximales aujourd'hui qui sont par mètre carré, qui dépendent de la consommation de l'immeuble en elle-même, mais également de l'usage, avec des seuils qui aujourd'hui sont assez bas, qui vont peut-être être relevés, mais qui sont de l'ordre de 110 kW mètre carré, donc c'est très Donc il va y avoir faible. Un chantier de mise en conformité. Donc il y a un chantier de mise en conformité absolument énorme. Et donc c'est pour ça que travailler aujourd'hui sur le value add, ça a aussi clairement du sens. Et on s'inscrit également dans cette démarche un peu plus globale, avec des horizons de temps 2030, 40, 50. D'accord. Est-ce qu'on peut, sans faire un florilège, aborder, j'imagine que vous voyez tout type d'actifs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites, cet actif, il est pour nous? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, après avoir étudié le dossier, vous dites, tout compte fait, on passe la main parce que il y a peut-être un potentiel au niveau du bâti, mais il n'y a pas de zone de chalandise, par exemple. Oui, c'est souvent l'équation financière quand même qui dicte, quoi qu'on en dise. On va laisser parler un petit peu notre ami Antonin quand même. Il y a l'équation financière, il y a la conviction que l'on a sur un site. Parce que, la conviction? Oui, la conviction. On parle de value add tout à l'heure sur des sujets... très en amont, des vraies revalorisations, des vraies restructurations par dimension de gare, etc. Généralement, on le fait quand on est sur un environnement qui n'est pas développé. Donc celui qui y va là-dessus, c'est celui qui a une vraie conviction sur... aujourd'hui, une prise de risque. Par exemple, Saint-Ouen. Regardez, Saint-Ouen aujourd'hui, si vous étiez allé il y a 10 ans, celui qui avait 10 ans, il avait une conviction. Bon, aujourd'hui, ça lui a donné raison, il y a ligne 14, c'est super développé d'un point de vue tertiaire et résidentiel. Voilà, si vous avez une conviction sur un site, ça fonctionne. Si l'équation financière fonctionne, oui. Si vous avez la bonne idée ou la petite astuce qui permet de créer la valeur... Ça arrive de se planter? Ça arrive. C'est bien sûr que ça arrive. D'accord. Il y a plus de rendement, il y a plus de création de valeur potentielle. Et évidemment qu'il y a des risques que ça ne fonctionne pas. Et parfois, l'idée était bonne, mais ce n'est pas la bonne localisation géographique.
où le bâti, il y avait des choses qu'on n'avait pas vues. Parfois, on ne peut et pas puis... construire autant de mètres carrés que l'on aurait souhaité. Parfois, D'accord. on ne loue pas la valeur locative à laquelle on aurait souhaité. Parfois, les taux de sortie qu'on avait imaginés, le prix de vente, donc, ne sont pas ceux escomptés. Voilà, ça fait partie des risques, oui, bien sûr. Il y a un certain nombre d'aléas, parce qu'on nous dit, oui, le value add, le concept est simple, mais la mise en musique, l'exécution, j'ai l'impression, peut réserver des surprises. Bah, Merci Antonin. Jivan, là, il vous passe la balle. Ça peut bien évidemment réserver des surprises. Est-ce Après, que vous avez eu de mauvaises surprises, vous, par exemple? Objectivement, non. Sincèrement, Ah non. mince. Mais Ce sera la même aujourd'hui, question pour vous, Antonin. Ça, Est-ce que vous avez... ça impose quand même un point quand on s'engage alors, sur des restructurations, des réhabilitations, que ce soit de sites industriels ou de bureaux, quelquefois emblématiques dans certaines villes de France, ça impose quand même pour le succès de l'opération que vous ayez, entre guillemets, avec vous, les collectivités locales. Une adhésion. Oui. Et l'immeuble, après, il doit trouver son public. Mais il doit avoir aussi, avec lui et avec vous, vous devez avoir les élus. Vous ne pouvez pas aller contre les élus. C'est les élus qui déterminent à horizon 3, 5, 10, 15 ans ce que sera ce site aujourd'hui dans une simple zone industrielle, zone tertiaire plus ou moins en déshérence, le futur finalement. Donc on travaille aussi, le value add c'est ça aussi, c'est s'inscrire finalement dans cette chronologie de temps. D'accord. En disant aujourd'hui, j'ai 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans ou 10 ans pour travailler une zone, un espace, un ensemble immobilier, plusieurs immeubles, et je dois les inscrire justement dans cet horizon de temps et m'inscrire quelque part aussi dans la politique de la ville qui est là qu'on doit et qu'on peut malheureusement subir, mais on ne peut pas aller contre finalement les PLU, les changements de PLU et autres qui peuvent être destinés, mais qui sont aussi ces changements urbanistiques, qui sont aussi des formidables créations de valeur, justement. Il peut y avoir des bâtiments qui ont une histoire, qui ont une valeur dans l'imaginaire des gens, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Les mauvaises surprises, donc Steven, vous disiez a priori non, pas... Toutes les sorties qu'on a pu faire aujourd'hui, nous, encore une fois, on est sur Value Add, c'est des horizons de temps de détention et de travail qui sont plutôt courts. On n'a pas eu aujourd'hui à déplorer de mauvaises surprises par rapport au business plan qu'on avait pu présenter à nos investisseurs. Antonin, des surprises, moi j'aime bien quand il y a des surprises, sinon c'est trop lisse. On a eu des surprises, des bonnes comme des mauvaises. Ouais. Alors une bonne surprise, c'est un truc qu'on n'avait pas prévu et puis une mauvaise surprise. Alors, je n'ai pas donné de nom, mais en effet, une opération en Ile-de-France qu'on a rachetée, on a créé un tiers de surface en plus, là où on pensait qu'on n'en créait que 10%. Ah, c'est bien. Donc là, bonne rentabilité, là. Très bonne surprise. Ça, c'est la bonne surprise. Et on a trouvé la bonne sortie locative et la bonne sortie investisseur. Donc, plusieurs surprises à plusieurs échelons. Donc là, on est content, tout le monde est content. Après, des mauvaises surprises, on n'en a pas eu beaucoup, honnêtement. On a une opération qui s'est un peu complexifiée. On n'est pas encore sorti puisqu'on vend lot par lot. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne veut pas connaître le nom. Essentiellement, quand on dit que ça s'est complexifié, c'est quoi? Marché compliqué, on n'a pas vendu dans le timing qu'on aurait pensé vendre et les charges étaient plus élevées que ceux qu'on pensait. D'accord. Ok. Non, c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est simple et en fait, plus on est sur toutes les étapes de la chaîne de valeur, plus on multiplie les occasions de se prendre les pieds dans le tapis. Enfin, moi, c'est ce que je comprends de l'extérieur. Est-ce qu'on peut revenir sur le profil des investisseurs qui vont être intéressés par ce type d'actifs, ce type d'investissement? On a le sentiment quand même, c'est ce que vous disiez l'un et l'autre, c'est des chantiers. On est sur un temps quand même assez long entre le moment où j'achète, je refurbish, je mets en location, ceci, cela. On est sur quelle durée de détention? Alors nous, on est sur des durées de détention de 6 ans, qui sont pas plus. prorogeables. D'accord. C'est généralement le temps moyen pour FPCI, effectivement, de détention. Nous, on travaille également sur cet horizon de temps qui est assez confortable, quelque part, pour nous, en tant qu'opérateurs. En 5 ans, normalement, on a eu le temps, effectivement, de travailler les actifs, clairement. Après, sur des... Dans un véhicule, on loge une seule opération ou on mutualise, il y a plusieurs opérations? Ça se passe comment? On mutualise plusieurs opérations. D'accord, ok. Ouais. Après, sur des chantiers un peu plus importants, peut être sur des horizons temps beaucoup plus longs. L'usine automobile dont je parlais, on est sur un horizon temps de 8 à 10 ans. Voilà. Parce qu'on est 50 000 m² à développer, d'opérations clés en main sur un site prioritaire aujourd'hui dans le cadre du plan de relance.
Donc voilà. Donc l'horizon temps, il est fonction finalement des différents actifs qu'on va pouvoir travailler et du temps qu'on va pouvoir se donner, de la création de valeur aussi qu'on détermine. Ce qui veut dire qu'en termes de profil investisseur, on le disait, c'est plutôt de l'investisseur un peu qualifié. Je crois que le minimum c'est ticket 100 000. 100 000, ouais. Donc voilà. Et ça veut dire qu'on est face à des investisseurs qui peuvent immobiliser cette somme pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc ça réduit, parce que j'imagine est-ce qu'il y a un marché secondaire? La question se pose ou pas? Une fois qu'on a des investisseurs qui sont embarqués, on parle de véhicules et je trouve que c'est bien trouvé. Oui. Voilà, il faut avoir la foulée quand même souple et être sûr de ne pas avoir besoin de son argent pendant... Ça reste clairement des outils de diversification patrimoniale, hein. C'est des outils de capitalisation, des véhicules de capitalisation. Donc les investisseurs qualifiés que nous allons chercher pour ce type d'investissement n'ont par vocation, logiquement, pas besoin du cash qui est effectivement investi. Donc ils attendent un TRI à la sortie, ça reste un véhicule de capi. Okay. Il y a des incitations aussi fiscales qui sont fortes, notamment sur le remploi avec un article du code du CGI dont j'ai oublié. Leur emploi pour les chefs d'entreprise qui cèdent leur affaire, c'est ça? Exactement. Hein, qui ont un laps de temps. Donc une incitation fiscale qui est forte. De toute façon, ils ont plutôt intérêt à ils ont 24 mois en fin de compte pour faire ce remploi. Et aujourd'hui, c'est effectivement un axe important de collecte, hein, clairement, disons-le. Aujourd'hui, avec toutes les cessions d'entreprises qui se sont... Alors, il y en a eu un petit peu moins, bien évidemment, en 2020. Mais toutes les cessions d'entreprises, les gestionnaires de patrimoine... C'est le pacte du trail, c'est ça, non? Non, c'est pas le pacte du trail. Okay, 150 euros BTR, oui. C'est le remploi de cession. Et du coup, donc c'est un gros levier de collecte, hein, clairement, pour ce type de véhicule. D'accord. On a parlé du profil des investisseurs, le fait qu'il faut avoir la foulée longue, du réemploi de cession, des tickets minimum 100 000. Côté partenaire, vous travaillez avec des CGP. On est sur des produits qui sont un petit peu techniques. Est-ce que vos partenaires sont tous à l'aise pour promouvoir ce type de produit ? Parce que c'est plus simple, enfin... Tous, je ne sais pas, mais globalement, oui, il y a quand même une connaissance technique qui est bonne. Après, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. On pense qu'ils sont assez bien connaisseurs du sujet. Et en plus, nous, on effectue chez Kizrem des formations sur le sujet. Donc, régulièrement, on échange sur qu'est-ce que c'est que le value added, en quoi ça consiste. On donne des exemples d'opérations. Et donc, oui, non, je trouve qu'ils sont tout à fait fermés sur le sujet. Steven, même question. De la même manière, oui, plutôt on va dire des partenaires qui sont de plus en plus aguerris, clairement, sur le sujet, qui mettent le point sur les différents risques et de manière tout à fait logique et légitime. Également des formations aussi sur cette classe d'actifs, sur cette typologie de travail, d'asset management. Et puis voilà, donc nous c'est pareil de la même manière, on a aussi avec notamment Fidroit, avec plus de 450 ou 500 CGP qui ont pu être bénéficiés de ces formations, notamment en 2020 avec tous les très nombreux webinars auxquels on a pu tous assister ou participer. Donc voilà, donc je dirais plutôt effectivement une connaissance de plus en plus aguerrie, clairement, de l'ensemble de nos partenaires. Puis un travail d'éducation, d'accompagnement, qui est tout à fait logique. Oui. Ok. Ça c'est clair. Est-ce que aujourd'hui il y a pour vendre ce type de produit des CGP, enfin quel est le profil du CGP avec lequel vous travaillez? Ça va être des CGP qui ont plutôt quand même des CGP qui ont une certaine surface en termes de taille de cabinet. Plutôt en termes de taille de cabinet, oui, de manière assez indéniable. Plutôt des cabinets, oui, présents historiquement, connaissant plutôt quand même globalement bien leur clientèle depuis de nombreuses années. Après, pour nous, elle est répartie de manière géographique, vraiment dans l'ensemble de la France. On aime bien aussi travailler notamment sur des sujets, parce que nous, on travaille beaucoup en région, sur des sujets spécifiques de restructuration d'un actif ou autre. Travailler aussi avec des cabinets de cette même métropole, parce que ça va parler beaucoup plus. Donc voilà, relation de proximité assez logique, qui simplifie finalement le message et qui porte et qui permet justement aussi à ce même cabinet de fédérer 2, 3, 4, 5, une dizaine d'investisseurs de la région sur un actif assez phare, emblématique. Antonin, est-ce qu'on peut parler rendement? Parce que je crois que c'est un de vous deux, tout à l'heure on parlait du profil investisseur, donc des gens qui ont les moyens de mettre le ticket, minimum 100 000, qui peuvent s'inscrire dans la durée, donc
ils peuvent attendre 5, 8, 10 ans avant de récupérer leur actif. Et ils sont prêts à s'inscrire dans la durée parce que, normalement, à la clé, il y a du rendement. Absolument. On attend quoi raisonnablement? On évite de faire du marketing, de promettre la lutte. Raisonnablement, historiquement, on a vu quoi comme type de rendement sur ces opérations? Alors sur du value add, c'est toujours un petit peu compliqué, notamment on est agrémenté EMF, donc Oui, c'est compliqué de donner des valorisations et des perspectives de rendement. Même question. On est les TRI cibles aujourd'hui qui sont visées notamment pour le FPCI, on est entre 7, 8 et 12%. Les opérations qu'on a pu monter le démontrent. Après, on a pu travailler avec des institutionnels où on est sur des TRI bien plus importants, avec des risques aussi qui étaient aussi forcément plus conséquents. Donc voilà, où on est sur des TRI qui sont quelquefois assez hauts. Est-ce que ça doit être donné comme de tickets? D'autres types de tickets, oui, puisqu'on était, nous, dans les clubs deal Instit qu'on peut monter, on est sur des tickets qui sont minima à 5 millions d'euros. D'accord. Entre 20 et 5. Oui, il y a une espèce d'économie d'échelle. C'est ça. C'est ça. En quelque sorte. Je crois qu'il y a un de vous deux, je crois que c'est Steven, qui parlait de l'ISR. Vous disiez, voilà, en ce moment, il y a tout ce qui est les critères tertiaires, il y a l'artificialisation des sols, il y a un souci des pouvoirs publics par rapport à l'environnement. Ça, c'est un facteur de soutien, indéniablement. C'est un facteur de soutien, et puis c'est un facteur aussi on parle souvent de donner du sens à son investissement également. Aujourd'hui, travailler sur des immeubles qui sont obsolètes clairement, que tout un chacun peut voir au gré de ses balades dans une métropole. Écoutez, participer clairement au renouvellement, on l'appelle sans phare renouvellement urbain finalement, donc c'est-à-dire repositionner des actifs vieillissants, eh bien oui, on participe parce qu'on diminue leur consommation énergétique, parce qu'on les repositionne dans leur marché, on les repositionne dans leurs usages. Oui, il y a une démarche ISR qui est effectivement réelle et qui parle de plus en plus clairement aux investisseurs. Antonin, on a parlé beaucoup de bureaux. Est-ce que ces opérations de value add peuvent porter aussi sur des actifs qui ont vocation à faire du résidentiel, d'autres types d'activités? On n'exclut rien, très clairement. Aujourd'hui, nous, on est très focalisé sur du bureau en Ile-de-France. C'est un petit peu le cœur du métier sur les stratégies value added. Mais certains opérateurs font autre chose que du bureau, à votre connaissance, hein? Ah, bien sûr, oui. Il y en a qui font de la reconversion, du changement de destination. Nous, à chaque fois qu'on regarde un actif, on étudie tous les scénarios envisageables. Après, on sait faire, on ne sait pas faire. On a la compétence de A à Z, où on pense que quelqu'un d'autre sera mieux faire que nous. D'accord. Et dans ce cas, on passe son tour. Mais on regarde toujours. Il faut toujours envisager tous les scénarios. D'accord. Si on rebondit sur tout à l'heure, chaque actif est unique. Donc il faut apprécier chaque actif. Foncière Magellan, vous faites que du bureau? Alors nous, on ne fait pas que du bureau. On a notamment sur les opérations value add, notamment parc d'activités logistiques ou autres. Oui. On a des très très belles références, un beau track record sur des repositionnements de parcs d'activités complets, entiers, avec un travail quotidien d'asset management, de remontée, refixation, on va dire. Ça a l'air intéressant, mais c'est un peu conceptuel, des repositionnements. Alors, non, concrètement, c'est quoi avant et ça devient quoi après? On fait des travaux, on est présent sur site, on reloue plus cher que ce qu'on a acheté et on revend derrière. Pour faire très très simple. Voilà. Et sur cette classe d'actifs, parcs d'activité, parce que les parcs d'activité aujourd'hui se tertiarisent de plus en plus, donc les loyers augmentent. On passe des loyers industriels à des loyers tertiaires. Voilà, de manière extrêmement simple. Ça se passe, on a acheté un parc à Créteil par exemple, on est en train de faire exactement ce schéma-là, des loyers moyens à X, on passe à X plus 10, 15% en moins d'un an et demi. Voilà, parce qu'on tertiarise en fin de compte ce parc. C'est une politique de value add. Antonin, on parlait des bureaux. Vous n'êtes pas inquiet parce que avec le Covid, il s'arrêtera un jour. Mais on voit bien que ça a donné un coup d'accélérateur à tout ce qui est télétravail et que j'avais X salariés, j'avais 5000 m² de bureau. Peut-être que demain, j'aurai besoin plus que de 2 ou 3000 m² de bureau. Donc, ça peut avoir Non, je ne sais pas, c'est une question. Vous ne craignez pas que ça ait un effet déflationniste sur le business? Non, alors nous on n'est pas inquiets. D'ailleurs, on le voit bien, au tout début du confinement, tout le monde disait « Ah là là, c'est la fin du bureau, il n'y a pas besoin du bureau, on est bien à la maison, tout va bien ». Sauf qu'aujourd'hui, là vous êtes au bureau, moi ce que j'entends, tous les gens, ils veulent qu'une chose, c'est aller au bureau. Hier, ils disaient « Ah là là, la plaie, je dois aller au bureau ». Aujourd'hui, c'est vivement que j'aille au bureau. Tous les sondages mensuels depuis le confinement,
70 à 75% des salariés veulent revenir au travail, au bureau. Ouais. Alors, Au oui, bureau. mais est-ce qu'on va pas trouver, alors il y a eu un mouvement de balancier, hein, Absolument. est-ce qu'on va pas trouver un équilibre? C'est-à-dire, c'est pas 100% bureau, pas 100% maison, mais télétravail, c'est-à-dire je viens au bureau 2-3 jours par semaine, et puis 2 ou 3 jours par semaine, parce que j'ai des calls à faire, parce que j'ai besoin de me focuser sur mon ordinateur, je suis aussi bien chez moi. Ce qui est indéniable, c'est clair que le télétravail, il s'est institutionnalisé Bah, clairement. Il faisait 10-15% avant, il va faire 10-15%, on va dire, marqué dans le marbre, et plus globalement écrit, on va dire, dans la politique et dans la pratique finalement des salariés aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que, les salariés ont besoin de l'identité bureau, de l'immeuble bureau, Oui. parce que c'est la stratégie de la boîte, c'est l'identité, c'est la marque de la société. Donc tout le monde en a besoin. Nous, pour travailler avec beaucoup de directions immobilières de grands groupes, qui continuent de signer des baux fermes de longue durée, c'est pas ça qui est remis aujourd'hui en cause, clairement. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, les grands utilisateurs, c'est d'avoir un petit peu plus de souplesse. Et donc, ils vont pouvoir, sur leur surface qu'ils vont louer aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est peut-être 10 à 15% des surfaces qui ne seront pas pris effectivement en bail long terme ferme. OK. Donc, il faut l'accepter, il faut l'anticiper. Et de manière un peu plus large, c'était, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez, mais la directrice générale de Nexity, Ouais. qui avait une très belle formule. C'est pas moins de mètres carrés de bureau, c'est mieux de mètres carrés de bureau. C'est des mètres peut-être différents, Avec du d'autres service, avec du des service. espaces. Et donc on doit être nous, société de gestion investisseurs, anticiper ces besoins. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur l'intégralité de notre parc, en déployant une offre de service, encore une fois, pas copier-coller, mais démarche un peu artisane, où voilà, sur tel parc d'activité, on a besoin de tel service, sur telle zone tertiaire, on a besoin de tel service. En plein centre-ville, on a besoin de tels services. Et l'idée, c'est de développer justement tous ces services liés. Et c'est pas simplement de la conciergerie. Vous confirmez, Antonin, les nouveaux usages, le bureau, c'est aussi un espace à vivre. On a besoin d'espace pour se reposer, d'espace pour déjeuner, d'espace pour réfléchir, pour échanger, pour faire des réunions. Tout à fait, pour faire venir les prestataires, les fournisseurs. Les services. Après, ce qui est très clair, c'est que l'usage du télétravail est ancré dans le marbre. Ce qui est aussi ancré pour nous de façon pérenne, c'est que les gens viendront au bureau demain pour une raison bien définie. Ils viendront pour voir un collègue, ils viendront pour une réunion, ils viendront pour une conférence, ou ils viendront pour des services. Voilà. On doit leur donner envie, S'ils n'ont justement. pas ça, ils viennent pas. C'est ça. D'accord. Donc pour nous, c'est un gisement de valeur, notamment pour le value add, qui est phénoménal, parce qu'aujourd'hui, 99% des actifs ne correspondent pas à ça. Ouais. Donc ça veut dire des espaces avec beaucoup plus d'espace extérieur, ça veut dire des espaces de convivialité beaucoup plus forts, beaucoup plus de salles de réunion, de salles de rendez-vous, parce que le pourquoi du bureau demain, c'est se rencontrer. Oui, c'est pas juste derrière son bureau, c'est plus le poste de ordinateur. travail. Exactement. C'est plus c'est plus le poste de travail. Ça existera, Oui, mais c'est accessoire. on verra un peu une révolution qui ressemble à celle qu'a connue la révolution hôtelière, à l'époque avec des grandes chambres et des espaces communs, une toute petite cafétéria pour prendre son petit déjeuner. L'hôtellerie de lifestyle aujourd'hui, c'est je réduis ma chambre à son strict nécessaire, avec une décoration et quelque chose de bien apuré où je suis confortable. Les espaces communs sont très larges, sont spacieux, sont généreux. On rencontre des gens, on est sur la socialisation. C'est ce qui se passe effectivement au niveau de l'espace domestique. Exactement. On hiérarchise les espaces de partage. Et puis... il nous reste 5 minutes. Il y a deux questions que j'aimerais qu'on aborde. L'international, je démarre avec vous, Antonin, parce que votre maison Case AM, ça fleure bon l'anglo-saxon, c'est français, c'est anglais, c'est quoi ? C'est les keys, ça veut dire les clés en clés, anglais, mais c'est bien français. D'accord. Vous avez une activité à l'international, soit au niveau du sourcing, soit au niveau commercial pour pusher du produit. Alors, à l'échelle du groupe, on a fait des opérations internationales à Londres, une opération hôtelière. On a fait des opérations à Amsterdam, au Portugal. On est propriétaire du Helix Factory, qui est le site touristique le plus visité à Lisbonne, qui annonce son immobilier commerce, bureau, mixte. On fait des opérations aussi en Roumanie. D'accord, donc un terrain de jeu assez large. Bon, essentiellement France, mais très de France pour le value added, très région pour les stratégies foncières, et après international, essentiellement sur les sujets hôteliers. D'accord. Et pareil, côté commercialisation, votre clientèle est que franco-française ou...
Elle n'est pas que franco-française, mais elle est essentiellement franco-française. Ok. Même question pour vous, Steven. L'international, Alors l'international, chez il n'y est pas Magellan. encore, chez Foncière Magellan, reste très franco-français. Les velléités, les envies sont là. Je reste assez prudent quand même quand j'écoute tous mes confrères d'autres sociétés de gestion aujourd'hui. Il y a, c'est vrai, une appétence. Alors on peut parler de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal et autres. Ça a été très trendy, l'Allemagne, là, depuis Tout 3 à ans. On dit, fait. il faut aller en Allemagne. Je reste malgré tout assez prudent et je reste sur un dicton, on achète bien ce qu'on connaît bien. Ben Voilà. oui. Donc voilà, ça exclut absolument pas, bien évidemment, qu'on puisse franchir les frontières en termes d'investissement. Mais à l'heure actuelle, on est franco-français. D'accord. Voilà. Ok. Et notre clientèle, par contre, elle, est française aussi, bien évidemment, D'accord. de par les clients et investisseurs privés, mais plus international, clairement, avec plusieurs fonds anglo-saxons qui nous font confiance également, avec lesquels on travaille. Vous avez depuis peut-être des quelques choses à temps. jouer ensemble, alors. Ah, tout à Non, je fait. plaisante. Et puis, dernier point, ces gestions value-add, est-ce que ça se gère comment dans un portefeuille? Est-ce que ça complète ou est-ce que ça vient en concurrence des CPI classiques que je peux avoir? Est-ce que ça marque la mort et le dépassement des CPI classiques? Je pense que ça n'a rien à voir. Ça vient D'accord, ok. Donc autrement. c'était une question qu'on C'est peut aller très à... complémentaire. Je la Non, reprends. c'est très complémentaire. On parlait de diversification tout à l'heure. Ouais. C'est un outil de diversification. Ça permet aussi de booster très clairement son patrimoine. Si on parle d'un client privé, d'un gestionnaire de patrimoine, aujourd'hui, il va avoir de la SCPI pour avoir ses revenus réguliers récurrents. D'accord. Ok, pas de souci. Et l'idée, c'est justement en allant chercher justement de la création de valeur, oui, on va diversifier pour aller booster finalement la rémunération globale du portefeuille. Allez messieurs, il nous reste 2 minutes. Vous avez 1 minute chacun pour résumer votre proposition de valeur, comme on dit dans les livres de marketing, ou le message que vous voulez faire passer à vos partenaires CGP. Qui commence? Ah, Allez, j'y vais. Antonin. Écoutez, en très résumé, notre conviction, c'est que c'est un assez bon moment de marché actuellement, puisque les actifs un petit peu dépréciés observent une décote, que les pure players, donc ceux qui savent faire et qui ont déjà fait, ont un coup d'avance sur les autres, qu'on pense avoir, et avec des taux de sortie qui sont vraisemblablement stabilisés, puisque la BCE pense que les taux bas vont être conservés, donc on pense qu'on va pouvoir vendre à des valeurs assez hautes, et donc avoir des marges. donc pour vous, Conforme au bon bilan. timing, Bon on peut timing, y aller. ouais. C'est Steven. le bon timing, oui. C'est le bon timing pour plusieurs raisons. Parce que, il faut être opportuniste. Et effectivement, il peut y avoir des opportunités aujourd'hui. Mais ça n'est pas que opportuniste. C'est aussi une vraie réflexion, clairement, sur les modifications, les changements de destination, les restructurations d'immeubles. On ne le fait pas parce que c'est opportuniste. Ça correspond aussi à une valeur, à un horizon, on va dire, plus long terme, et de conviction, qui est de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un parc immobilier qui est vieillissant, obsolète, et ben, je peux aller chercher de la valeur de manière pérenne, clairement, en travaillant justement cette classe d'actifs. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez nous depuis quelques années, et on met justement notre savoir-faire qu'on a acquis principalement auprès de l'institutionnel, clairement auprès de notre clientèle privée aujourd'hui, nos partenaires. Ok. Antonin, Steven, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir expliqué ce que c'était que la value add, comment ça fonctionnait, les difficultés. C'est pas aussi simple que ce qu'on imagine sur le papier. Ça demande un vrai doigté. Merci. Et puis on vous souhaite succès sur vos programmes à venir. Merci à très bientôt. Beaucoup.